Si le réseau électrique s'effondrait ce soir, combien de jours survivriez-vous avec votre smartphone éteint et votre frigo chaud? Nous sommes la génération la plus technologiquement avancée, mais aussi la plus vulnérable de l'histoire humaine. Nos grands-parents possédaient un super pouvoir que nous avons échangé contre du confort, l'autonomie absolue. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 compétences oubliées de nos aïeux, qui feront la différence entre subir une crise et la dominer. Préparez-vous à réapprendre ce que votre sang sait déjà, car le monde de demain appartiendra à ceux qui maîtrisent les secrets d'hier. Regardez vos mains. Elles sont capables de taper des centaines de mots à la minute sur un clavier de verre, de naviguer dans des interfaces virtuelles complexes et de commander un repas chaud à l'autre bout de la ville d'un simple glissement de doigts. C'est le miracle de notre époque. Nous vivons au sommet d'une pyramide de confort bâtie sur des chaînes d'approvisionnement mondiales, des serveurs informatiques et une électricité ininterrompue. Mais que se passe-t-il lorsque l'on retire la prise ? Que reste-t-il de nos compétences modernes lorsque l'écran devient noir? Absolument rien. Nous sommes devenus des passagers de notre propre existence, dépendants d'un système fragile pour notre moindre besoin biologique. Pensez maintenant à vos grands-parents ou à vos arrière-grands-parents. Pensez à leurs mains, souvent calleuses, marquées par le travail. Pour eux, ce que nous appelons aujourd'hui le survivalisme ou la résilience ne portait pas de nom spécial. C'était simplement la vie. Ils ont traversé des guerres mondiales, des rationnements stricts, des hivers glaciaux sans chauffage central et des effondrements économiques sans jamais perdre leur dignité ni leur capacité à subvenir aux besoins de leur famille. Ils n'avaient pas de générateur solaire high-tech ni de rations lyophilisées hors de prix. Ils avaient quelque chose de beaucoup plus précieux et d'infiniment plus léger, le savoir. Un savoir brut, pragmatique, transmis de génération en génération, et que nous avons eu l'arrogance d'oublier en l'espace d'une seule décennie de confort numérique. Il est temps de rouvrir ce manuel de survie intergénérationnel. La première de ces compétences fondamentales, celle qui sépare littéralement l'homme de l'animal, c'est la maîtrise du feu. Aujourd'hui, avoir chaud signifie tourner un thermostat en plastique sur un mur. C'est une action stérile, déconnectée de la réalité physique, mais si les gazoducs s'arrêtent et que les radiateurs refroidissent au cœur de l'hiver, le froid devient un prédateur impitoyable. L'hypothermie ne négocie pas. Vous pourriez avoir des réserves d'eau et de nourriture pour des mois. Si vous ne pouvez pas élever la température de votre corps, vous êtes condamné. Nos grands-parents savaient faire du feu, et pas seulement avec un briquet de supermarché ou des allumettes qui prendront l'humidité à la première pluie. Ils comprenaient la physique de la combustion. Savoir faire un feu par friction, avec la technique de l'archet par exemple, c'est comprendre comment transformer l'énergie mécanique de votre propre corps en énergie thermique. C'est utiliser une planche de bois tendre, une drille plus dure, et frotter jusqu'à ce que la poussière de bois noircisse et qu'une minuscule braise rougeoyante apparaisse. Cette petite braise, qu'il faut ensuite déposer délicatement dans un nid d'herbe sèche et sur laquelle il faut souffler avec l'infinie douceur d'un souffle de vie, c'est la naissance de la civilisation dans vos mains. Mais il n'y a pas que la friction. Pensez à la loupe. Nos aïeux savaient utiliser la courbure du verre, les lunettes d'un presbyte ou même un cul de bouteille polie pour concentrer la puissance du soleil sur un morceau d'amadou carbonisé. Maîtriser le feu sans artifice moderne, c'est retrouver le pouvoir de purifier l'eau boueuse pour la rendre potable, le pouvoir de cuire des aliments pour tuer les parasites, le pouvoir d'éclairer les nuits les plus sombres et de repousser les bêtes sauvages ou les intrus. Au-delà de l'aspect purement physique, le feu a une dimension psychologique colossale. Dans le noir absolu d'une crise, un feu de bois rassemble, rassure et réchauffe l'âme autant que le corps. Celui qui sait créer une flamme à partir du néant devient instantanément le leader naturel de n'importe quel groupe de survivants. Une fois que vous avez le feu, vient la nécessité absolue de nourrir votre corps sur le long terme. Et c'est là que notre deuxième compétence entre en jeu, la conservation des aliments sans l'aide du froid artificiel. L'invention du réfrigérateur a été une révolution sanitaire, mais elle nous a frappés d'amnésie collective. Nous croyons naïvement qu'un aliment sorti du frigo est voué à pourrir en quelques jours. C'est une erreur de perspective mortelle en temps de crise. Si le réseau électrique tombe, votre réfrigérateur se transforme en un cercueil de plastique hermétique où vos provisions chèrement acquises vont se putréfier en moins de 48 heures. Nos arrière-grands-parents ne possédaient pas ces armoires électriques. Pourtant leurs caves et leurs celliers regorgeaient de nourriture saine, capable de traverser les hivers les plus rudes. Comment faisaient-ils ? Ils maîtrisèrent la biologie et la chimie naturelle. Prenez la lactofermentation. Ce n'était pas une obscure technique de laboratoire. C'est le miracle du chou qui devient de la choucroute. En plongeant des légumes coupés dans une saumure, une eau saturée en sel, en les privant d'oxygène, on encourage le développement de bonnes bactéries, les ferments lactiques. Ces bactéries vont consommer les sucres des légumes et produire de l'acide lactique.
Cet acide fait chuter le pH et empêche instantanément toutes les bactéries pathogènes responsables de la pourriture, comme le botulisme, de se développer. Le résultat ? Des légumes qui se conservent pendant des mois, voire des années, à température ambiante, et dont la valeur nutritionnelle, notamment en vitamine C, est décuplée. C'est ce qui a sauvé les marins du scorbut pendant des siècles. Et que dire de la viande ? Sans congélateur, la viande est un danger biologique rapide. Nos ancêtres utilisèrent la salaison. Le sel est l'ennemi de l'humidité. En recouvrant une pièce de viande de gros sel par un processus d'osmose, le sel extrait l'eau des cellules de la viande. Or, sans eau, les bactéries de la putréfaction ne peuvent pas proliférer. Qu'il s'agisse de salage à sec ou de saumure, suivi parfois d'un fumage au bois de hêtre ou de chêne pour ajouter une couche d'antiseptique naturel, cette technique transforme un muscle périssable en un jambon de garde, une réserve de protéines dense et transportable. Réapprendre ces méthodes, c'est refuser d'être l'esclave du réseau électrique. C'est transformer sa cuisine en un laboratoire d'alchimie où le temps n'est plus un ennemi qui dégrade, mais un allié qui bonifie. C'est la garantie absolue que, même lorsque les rayons des supermarchés seront pillés et vides, votre famille ne connaîtra pas la faim. Avoir chaud et avoir le ventre plein sont les fondations, mais la survie est un marathon qui use. Ce qui nous amène à la troisième compétence oubliée, souvent sous-estimée à l'ère de l'abondance jetable. L'art de coudre, de repriser et de réparer ses vêtements, nous vivons sous la dictature de la fast fashion. Un t-shirt troué, il finit à la poubelle. Le curseur d'un manteau d'hiver déraille, on rachète le modèle de la nouvelle collection. Nous considérons les vêtements comme des biens de consommation éphémères. Dans un scénario de crise grave, de pénurie ou d'effondrement économique, ce paradigme vole en éclats. Vos vêtements ne sont plus des accessoires de mode, ils sont votre tout premier abri. Ils sont la couche isolante qui maintient l'air chaud généré par votre corps contre votre peau. Une déchirure massive sur une veste imperméable en plein blizzard, c'est une condamnation à mort par hypothermie. Un trou dans la semelle de votre chaussure ou dans votre chaussette, c'est l'assurance d'une ampoule qui va s'infecter, s'ulcérer, et vous priver de votre seul véritable moyen de transport. Vos jambes. Nos grands-mères possédaient toutes des boîtes à couture, des dés à coudre usés par les années, des bobines de fil solides et des œufs en bois pour repriser les chaussettes. Elles pratiquaient l'art de faire durer. Savoir manier une aiguille, ce n'est pas seulement recoudre un bouton, c'est comprendre la tension des tissus, c'est savoir faire un point de surjet pour empêcher une toile de s'effilocher. C'est être capable de rapiécer un pantalon de travail au genou, avec une toile plus robuste pour lui donner 10 ans de vie supplémentaire. C'est fabriquer des bandages propres, à partir de vieux draps en coton. Dans un monde où les magasins de vêtements auront fermé leurs portes, votre capacité à entretenir et à modifier votre équipement textile fera de vous une personne résiliente. Vous ne subirez plus l'usure du temps, vous la réparerez. Il y a de plus une dimension profondément psychologique et thérapeutique dans l'acte de réparer. C'est une méditation active. Alors que le monde extérieur s'effondre dans le chaos, le fait de s'asseoir, de passer le fil dans le chat de l'aiguille et de restaurer minutieusement un vêtement déchiré est un acte de rébellion tranquille. C'est ramener de l'ordre dans le désordre. C'est insuffler une nouvelle vie à la matière. Mais survivre, ce n'est pas seulement rester barricadé chez soi. Tôt ou tard, il faut se déplacer, chercher des ressources, retrouver des proches, ou fuir une zone devenue trop dangereuse. C'est ici qu'intervient notre quatrième compétence vitale, l'orientation sans l'assistance du GPS. Aujourd'hui, nous avons confié notre sens de l'orientation à une petite voix synthétique sortant de notre téléphone, guidée par des satellites en orbite. Nous avons perdu notre capacité cognitive à cartographier mentalement notre environnement. Si les satellites militaires sont brouillés, si le réseau cellulaire s'éteint, ou si votre batterie rend l'âme, vous êtes ramené au statut d'un voyageur du Moyen-Âge, aveugle dans votre propre région. Se perdre en situation de crise n'est pas une simple perte de temps, c'est épuiser des calories que vous ne pouvez pas remplacer. C'est vous exposer au froid nocturne, c'est risquer de tomber dans des zones hostiles. Nos ancêtres, bergers, paysans ou marins, ne regardaient pas des écrans pour savoir où ils allaient, ils lisaient le grand livre de la nature. Ils levèrent les yeux. Le soleil se lève à l'est, culmine approximativement au sud à midi dans notre hémisphère nord et se couche à l'ouest. Cette simple course diurne est une boussole infaillible que les nuages ne peuvent pas totalement masquer. La nuit, c'était le balai des constellations qui servait de carte. Trouver la grande ourse, prolonger la ligne de ces deux étoiles extrêmes d'environ 5 fois leur distance pour tomber sur une étoile solitaire mais brillante, l'étoile polaire. Contrairement à toutes les autres, elle ne semble pas bouger dans le ciel étoilé. Elle pointe le nord vrai avec une précision immuable. Face à elle, vous regardez le nord. L'est est à votre droite, l'ouest à votre gauche, le sud dans votre dos.
Mais l'orientation, c'est aussi lire le terrain. On entend souvent le mythe de la mousse qui pousse au nord des troncs d'arbres. Ce n'est pas une règle absolue, car la mousse pousse là où se trouve l'humidité. Cependant, couplée à l'observation des versants des collines, le versant sud, l'Adret, recevant plus de soleil et séchant plus vite, le versant nord, l'Ubac, retenant la neige et l'humidité plus longtemps, la mousse devient un faisceau d'indices. Nos aïeux savaient observer le sens des vents dominants, qui courbent la cime des arbres isolés. Ils prêtaient attention au relief, au cours des rivières qui mènent inéluctablement vers la vallée et l'habitation humaine. S'orienter à l'ancienne, c'est cesser d'être un touriste déconnecté pour redevenir un acteur conscient de son environnement. C'est marcher avec certitude, guidé par les lois intangibles de l'univers, là où les autres tourneront en rond dans la panique. Enfin, nous arrivons à la 5e compétence, sans doute la plus cruciale pour la survie du groupe à long terme, l'art de négocier et d'échanger dans une économie de troc. Notre société a aseptisé l'acte d'achat. Vous passez une carte en plastique sur un terminal sans contact, un bip retentit, la transaction est terminée, aucune parole n'est échangée, aucun regard n'est croisé. L'argent fiat, la monnaie papier ou numérique, repose exclusivement sur la confiance que nous accordons à l'État et aux banques centrales. Si cette confiance s'évapore sous le coup d'une hyperinflation dévastatrice ou d'un effondrement politique, les billets de banque redeviendront ce qu'ils sont physiquement, de simples morceaux de papier colorés sans aucune valeur intrinsèque. À ce moment précis, les cartes de crédit deviendront des grattoirs à pare-brise. Le monde reviendra instantanément à la plus ancienne des économies, le troc, l'échange direct de biens, de services et de compétences. Nos grands-parents, surtout dans les milieux ruraux ou lors des périodes de rationnement d'après-guerre, connaissaient intimement cette mécanique humaine. Ils savaient échanger un sac de pommes de terre contre quelques heures de réparation de toiture. Ils comprenaient intuitivement que la valeur d'une chose n'est pas dictée par un marché financier, mais par le besoin viscéral de l'autre à un instant précis. Savoir négocier n'est pas une question de manipulation cynique, c'est une question d'empathie tactique, d'observation fine et de respect mutuel. C'est savoir évaluer ce que vous possédez, que ce soit du matériel, des semences, du savoir-faire médical ou même de la force de travail, et comprendre comment cela peut combler le manque de votre voisin. Dans une économie de crise, celui qui sait échanger sans paraître désespéré, qui sait lire le langage corporel de son interlocuteur pour déceler ses vrais besoins, et qui sait bâtir une réputation de fiabilité, celui-là ne manquera de rien. Le troc tisse des liens d'interdépendance. Il ne s'agit pas d'une transaction froide, il s'agit de construire un réseau d'alliances locales. Votre capacité à sourire, à écouter, à évaluer la valeur réelle des choses et à proposer des accords gagnant-gagnant sera le véritable compte en banque de l'effondrement. L'intelligence sociale deviendra la compétence de survie la plus rentable. Ce retour aux sources, cette réappropriation des savoirs ancestraux, n'a rien à voir avec un fétichisme du passé. Il ne s'agit pas de jeter nos smartphones ou de vivre dans des grottes par pur idéalisme. Il s'agit de résilience stratégique. Le contraste entre notre fragilité contemporaine et la robustesse de nos anciens est saisissant. Nous achetons des assurances hors de prix pour couvrir nos biens matériels, mais nous négligeons l'assurance la plus vitale qui soit, l'assurance de nos propres compétences. Ces 5 piliers, le feu, la conservation, la réparation, l'orientation et la négociation, ont un point commun magistral. Ils ne coûtent absolument rien à acquérir. Vous n'avez pas besoin d'acheter des abris souterrains, des véhicules blindés ou des tonnes de matériel tactique lourd et encombrant. Le savoir ne pèse rien dans un sac à dos. Il ne peut pas vous être volé. Il ne tombe pas en panne de batterie et il ne se périme jamais. Ce savoir est émotionnel, il coule dans vos veines. Il vous relie de manière invisible, mais indéfectible à la chaîne de vos ancêtres qui ont bravé les âges obscurs pour que vous puissiez être là aujourd'hui. Refuser d'apprendre ces compétences, c'est briser cette chaîne. C'est s'en remettre aveuglément à un système qui a déjà montré ses innombrables failles. La prochaine fois que vous rendez visite à vos aînés, ne parlez pas de la météo ou des actualités anxiogènes, posez-leur des questions. Demandez-leur comment ils faisaient avant l'ère du tout jetable. Regardez leurs mains, écoutez leurs anecdotes, prenez des notes mentales. La mémoire intergénérationnelle est la plus grande des bibliothèques de survie, mais elle est en train de brûler en silence à mesure que nos aînés s'en vont. Ne laissez pas ce patrimoine s'éteindre, redevenez curieux. Mettez les mains dans la terre, expérimentez la fermentation d'un bocal de choux dans votre cuisine ce week-end, essayez d'allumer un feu sans briquet lors de votre prochaine promenade en forêt, prenez le temps de repriser un vieux vêtement, au lieu de cliquer sur « Acheter ». Ce ne sont pas des passe-temps, ce sont des actes de préparation silencieuse. Le jour où les lumières de la ville s'éteindront pour de bon, pendant que la masse paniquera dans le froid et l'obscurité, vous vous souviendrez des gestes simples et lents de ceux qui vous ont précédés. Et avec le calme souverain de l'homme qui sait,
vous allumerez la première étincelle d'un monde nouveau.